la cité de Nostradamus et nous allons visiter le musée Grévin de la Provence, ouvert en 1992. Passons par la cour. Olivier, romarin, lavande. Nous voici dans le hall d'accueil. C'est le parrain Jean-Pierre Foucault qui est là pour nous souhaiter la bienvenue. L'affiche du musée. Nous voici en scène 1, scène de l'Antiquité. Gyptis et le grec Protis s'unissent pour fonder la cité de Massalia en 600 avant Jésus-Christ. Le Lacidon dans le fond et le roi Nan, le père de la princesse Gyptis. Le prétendant est conduit et le repas du banquet de noces. La coupe d'hydromel qui scelle l'union de Gyptis et Protis. Scène 2. Le général romain Caius Marius repousse les Teutons qui menacent Aquae Sextiae en 102 avant Jésus-Christ. Le salut aux armées. Il s'agit de la bataille de Pourrières. Scène 3. Glenholm. Partir à la découverte d'une capitale commerciale et administrative en 10 avant Jésus-Christ. L'importance de l'eau. Les premiers canaux font leur apparition. Glenholm est sur la Via Aurelia. Scène 4. Les Saintes Maries de la Mer, d'où naissent en l'an 40 de notre ère la légende et la religion en Provence. Le poisson, qui est le symbole de la chrétienté. Nous sommes en 40 après Jésus-Christ. Voici les saintes qui débarquent en Provence. Elles vont se séparer pour porter la parole de froid. Scène 5. Les îles de Lérins avec Saint Césaire qui incite sa sœur, Césarie, à fonder un couvent de jeunes filles. Nous sommes en 507. Voici Césarie. Le renoncement à la richesse pour se consacrer à Dieu. Scène 6, 1177. Saint Bénézé qui imagine un pont reliant Avignon à Villeneuve et sur lequel on pourrait danser tous en rond. Les jeux de lumière sont magnifiques dans cette scène. Scène 7. La cour d'Aix en 1240. Raymond Béranger, comte de Provence et de Forcalquier, marie sa fille, Béatrix, son héritière, à Charles d'Anjou. Il unit sa couronne à celle du roi de France. Toujours le thème de la femme et de l'eau, les deux sources de fécondité, présents à l'intérieur du musée. La scène 8, le premier tableau, le XIVe siècle,
Dante au Val d'Enfer, en 1305, qui cherche l'inspiration pour la Divine Comédie, écrite d'ailleurs pour les 3/4 en langue provençale. Les bouts de Provence. Face à Dante, Pétrarque à la fontaine de Vaucluse, en 1337, il découvre dans son rêve sa muse Laure de Noves, qui est morte lors d'une épidémie de peste. Pétrarque, archéologue, historien et poète. Dernier tableau de la scène 8, la reine Jeanne Ier, en 1348, qui vend la ville d'Avignon au pape Clément VI pour maîtriser la guerre civile dans son royaume de Naples. La belle Jeanne, célébrée par Frédéric Mistral. Son bienfaiteur, Clément VI, le pape, qui va dépenser 80 000 florins pour acquérir la belle ville d'Avignon, qui va être d'ailleurs administrée par la papauté jusqu'en 1791. Construction du palais des papes, splendide tapisserie. Scène 9, 1469, le roi René et son épouse Jeanne de Laval assistent aux festivités commémorant la légende de la Tarasque, qui, subjuguée d'un signe de croix par Sainte Marthe, se laisse capturer et mettre à mort. Sainte Marthe qu'on a vu débarquer en scène 4, ou Sainte Marie de la Mer. La foule en liesse au fond. Et nous voici scène 10 avec Adam de Craponne, à Salon de Provence, en 1559. Il observe l'arrivée des eaux de la Durance par le canal qu'il vient de construire et qui porte son nom. Le château de Lampéry, au loin. Une de ces tours sera détruite en 1909 par le tremblement de terre. Scène 11, 1637. Nicolas Fabri de Peiresc revient de son voyage en Tunisie et porte sur son bras un caméléon qui attire l'attention du jeune Pierre Puget en partance pour l'Italie, où il va choisir du marbre pour le tailler. Derrière eux, une trirème. Scène 12, 1793. Bonaparte, installé en rade de Toulon, repousse la flotte anglo-espagnole qui assiège la ville. Cette victoire signe la mort de la royauté en Provence et son rattachement définitif à la France. Scène 13, Lacroix en 1870. Le vannier de Valabrègue Vincent, amoureux de Mireille à ses côtés. Aurias, le prétendant, est conduit, le gardien. Et voici Daudet, en compagnie d'Antoine Blaise Crouzillat, le fait libre de salon, en grande discussion avec le maître de Mayenne, l'avocat Frédéric Mistral, en 1870. Mireille, le
le poème épique de Frédéric Mistral, son œuvre maîtresse. La paix de la campagne, un troupeau de moutons dans le lointain. Antoine Blaise Crouzillat était cirier et poète. En 1900, le cinéma provençal, l'invention du cinéma qui remonte à 1895. Et là, vous voyez une version de Claude Berry, Manon des Sources, avec le papé, Yves Montand, la petite chèvre de Manon, Emmanuel Béard, et Hugolin, Daniel Auteuil. Sous les caméras de Marcel Pagnol, en compagnie de Rému. Fernandel n'a rien perdu de la scène. En 1900, Paul Cézanne, le peintre inimitable, devise avec Henri Fabre l'Homère des insectes sur les coteaux d'Aix-en-Provence. Un insecte dans la main de l'entomologiste. Et bien sûr, la Sainte Victoire, un des sujets préférés de Paul Cézanne. Des projecteurs de cinéma qui éclairent le paysage et la scène. La visite est presque terminée. Le bailli de Suffren, dans son costume de vice-amiral de France, en 1784, et en son domaine de Richebois, à côté de Salon de Provence. Célèbre marin de l'époque de Louis XVI. Ce fin stratège était né à Saint-Cana en 1729, et très souvent vainqueur de la flotte anglaise impitoyable. Il a été fêté par la ville de Salon, qui a fait sculpter son buste par Foucault. Et il meurt dans des conditions très mystérieuses à Paris en 1788. Voici notre Arlésienne, qui porte un costume de l'époque mistralienne. Remarquez la finesse de ses traits et l'élégance de ce costume pourtant fort simple. Mireille Mathieu, la marraine du musée, qui nous souhaite un bon séjour au Salon de Provence.